Laïcité, Notre-Dame-des-Landes, quelles sont ces divisions qui minent la France et les Français? Alors, je pense qu'il pensait notamment aux fameuses divisions droite-gauche qu'il a réussi à anesthésier pour le moment en reconstituant un très grand centre. Bon, je pense qu'il pensait surtout à celle-là, mais c'est vrai qu'il a peu de divisions face à lui, comme le disait Michael Darmon devant lui. Et surtout, on a l'impression qu'il n'en a que faire des divisions ou de l'opposition. Non, j'ai besoin de vous, je m'adresse directement à vous et je fais du Kennedy. Demandez-vous tous les matins ce que vous pouvez faire pour le pays. L'opposition n'existe plus. Sur la laïcité, ce que demandait Antoine, il est particulièrement attendu, Emmanuel Macron, puisqu'il n'était pas directement exprimé sur le sujet depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. On nous avait promis un grand discours sur la laïcité autour du 9 décembre, date anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ça n'a pas... C'était le jour de l'hommage à Johnny. C'est l'hommage à Johnny, donc ça n'a pas eu lieu même avant, après. Rien n'a été chamboulé. C'était annoncé avant que ça serait mis un peu plus tard, donc au mois de janvier. On sait qu'il a reçu les autorités religieuses vers le 22 décembre, où il a eu ses propos qui ont été rapportés, où il a parlé d'une radicalisation de la laïcité, donc qui a été plus ou moins bien interprété d'ailleurs. Et donc là, oui, il va falloir qu'il prenne la parole, et surtout ce qu'il y a derrière, c'est la réorganisation aussi de l'islam en France, qui est un gros sujet pour Emmanuel Macron. Il veut déconnecter, parce qu'on a eu l'occasion effectivement d'en parler avec quelques confrères avec lui il y a quelques jours avant cela. Il annonçait effectivement qu'il allait réunir les responsables des différents cultes, qui d'habitude, dit-il, ne sont réunis qu'après un attentat. Donc là, il voulait le faire effectivement à froid et relancer avec eux le chantier de réforme de la laïcité, parce qu'il trouvait qu'effectivement, il y avait ce danger que la laïcité devienne un peu la religion contre les religions. Il y a eu les événements, les décès successifs d'Ormesson, Johnny Hallyday, ça a repoussé tous ces rendez-vous qui finalement ont lieu, vous le disiez, le 22 décembre. Donc ce chantier est lancé avec un discours qui aura lieu un peu plus tard, et on a compris aussi, et c'est un peu le sens de ses propos un peu sibyllins sur les divisions et le fait qu'il faille pour lui se réconcilier. Il veut aussi déconnecter le chantier de la laïcité de celui de la réforme de l'islam de France, parce qu'il ne veut pas non plus qu'il y ait, de ce point de vue-là, d'amalgame. Donc ça, ce sont les chantiers les plus difficiles qu'il évoque de manière pour le coup sibylline et mystérieuse, dirait donc le député Legendre. Bref, il ne les évoque guère. Et en fait, il les aborde pour bien montrer que c'est au cœur, mais avec des mots difficiles quand même. Il faut la réconciliation, ces polémiques nous ont minés, c'est très dangereux, et je veux de la concorde. Donc c'est quand même, on le sent quand même, un enjeu très lourd qu'il manie avec beaucoup de précaution. Ça, il est dans le registre présidentiel. Oui, mais les enjeux sont très, très lourds. Là, le mot laïcité n'est pas le quatrième terme du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité et laïcité, il ne l'a pas prononcé. Et c'est vrai que... C'est ce que lui reproche Laurent Wauquiez dans ses vœux. Voilà, et de la part d'un président de la République dont on attend justement qu'il réaffirme le socle de la laïcité sans pour autant tomber dans une radicalisation de la laïcité, c'est vrai qu'on aurait pu attendre plus que de Notre-Dame-des-Landes à ce qu'il parle de laïcité. Parce qu'il est aussi, comme on le disait tout à l'heure, dans ses convictions à la fois libérales, que le politique ne doit pas tout insuffler. Il a rappelé aussi ce principe que la République est laïque, la société ne l'est pas, que c'est la République qui est laïque, et donc la religion est installée dans les sphères de la société française, et il n'a pas l'intention, telle qu'on l'a compris, de les mettre de côté. C'est certainement là-dessus qu'il y aura un débat dans la société française très vif en 2018. Alors, Jean-Baptiste Lemoyne, pardon, Dominique Jamais, allez-y. Mais le mot laïcité, c'est justement un mot qui presque automatiquement fâche. Il ne faut pas introduire la discorde, la dissension dans les repas de famille. Donc encore une fois, c'était pas le moment ce soir d'en parler. C'était pas le moment. Et ce qui m'a frappé aussi, alors sur l'ensemble de la forme du discours, c'est que il y a un mélange savamment dosé de bienveillance. On met l'huile de la bienveillance, de la réconciliation, de la gentillesse, même de l'empathie dans les rouages. Et on rappelle aussitôt après, c'est toujours le en même temps, c'est toujours la dialectique, le balancement. On rappelle quand même systématiquement, après avoir chaque fois insisté sur la nécessité de l'union, du rassemblement, de l'entente, de la réconciliation, sur le fait qu'il faut de l'autorité et que je suis là pour... Ça, c'est le côté jupitérien, en effet. Et c'est moi qui décide, et c'est moi qui décide. Et c'est moi qui décide. Jean-Baptiste Lemoyne est avec nous. Merci, secrétaire d'État chargé de l'Europe dans ce gouvernement Philippe. Donc, vous étiez un peu à la fête, là, ce soir. L'Europe, le président en a beaucoup parlé. Oui, effectivement, le président a fixé un cap qui est très clair, une France plus forte et plus juste, et il a ajouté tout de suite dans une Europe plus souveraine et plus unie. Donc on voit bien que l'Europe
elle est aussi une des conditions du rebond et du succès français. Et donc, de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup à faire cette année, qui va être une année qui va précéder celle des élections européennes, qui va précéder celle de la mise en place d'un nouvel exécutif européen. Et ce que je constate, moi, dans un certain nombre de réunions de ministres européens, c'est que Emmanuel Macron, en ayant mis sur la table beaucoup de propositions, de pistes d'évolution, eh bien, il est devenu cette voix écoutée, attendue par les autres leaders européens afin de refonder cette Union européenne. Consacrer autant de temps à l'Europe dans ce discours qui a été long, mais tout de même, est-ce que finalement ça intéresse vraiment les Français? Est-ce que l'Europe est concernante pour les Français? Alors, d'une part, l'Europe, elle impacte le quotidien des Français. Regardez, sur le travail détaché, qui était un sujet de préoccupation majeure, c'est bien au niveau européen qu'il a fallu aller arracher un accord. Par ailleurs, le président, il était pleinement dans la vie quotidienne des Français quand il a évoqué la cohésion nationale et le fait qu'aucun des territoires ruraux ou des quartiers populaires ne devait rester à l'écart, et quand il a évoqué tout simplement le fait que chaque Français devait quelque part retirer une parcelle de cette réussite française qui revient, qui est de retour. Puisqu'on le voit, la France remonte à nouveau sur les podiums, dans les classements, en termes d'attractivité, et que cela doit profiter à tous, puisque tous y ont contribué. Il a eu effectivement un discours très fédérateur, vous l'avez souligné, je vous écoutais attentivement précédemment, et donc il l'a dit, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes la nation française avec énormément d'atouts, et je crois que la force de son message, c'est de nous donner de l'élan pour tous ensemble y aller. Et encore une fois, en faisant fi justement de ce qui peut parfois nous diviser, et c'était un appel aussi à l'engagement de chacun, parce que il y a certes un gouvernement qui agit et qui ne va pas manquer de continuer à agir. Il y a un Parlement fortement renouvelé, il l'a dit, pour mettre en œuvre les promesses qu'il a prises. Et par ailleurs, chacune et chacun d'entre nous, dans la vie associative, dans la vie caritative, on détient aussi une parcelle de ce sursaut français. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne. Écoutez-le justement, Emmanuel Macron sur l'Europe, avec sans doute pour la première fois pour un président de la République dire « Mes chers concitoyens européens ». Vous avez entendu à l'instant Emmanuel Macron sur l'Europe, et on retrouve tout de suite Florian Philippot en direct, président des Patriotes. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez été convaincu par son discours sur l'Europe? Bonsoir. Bonsoir. Ah non, j'ai été convaincu du fait que on avait bien deviné ce que voulait Monsieur Macron, c'est-à-dire la disparition de la France comme nation, comme pays indépendant, tout simplement. Quand on en est à dire mes chers concitoyens européens, c'est quand même du jamais vu, et qu'on n'est même pas capable de dire mes chers concitoyens, mes chers compatriotes français, tout simplement, c'est que on ne croit plus en la France. Voilà, il faut dire les choses. Monsieur Macron est là pour dissoudre la France, faire en sorte que ce soit des gens non élus à Bruxelles ou à Berlin, pour le coup élus, mais ce seront pas des Français qui décideront à la place du peuple français en tout domaine, et c'est extrêmement inquiétant pour notre démocratie, alors qu'on pourrait faire tout à fait autrement. Nous sommes un grand pays qui a tout à fait les moyens de sa liberté, de son indépendance, qui pourrait coopérer tout à fait amicalement et fructueusement dans tout domaine avec les autres nations d'Europe et du monde, et au lieu de cela, il préfère être le petit télégraphiste de Bruxelles à venir nous expliquer que la France doit s'effacer devant l'Union européenne qui pourtant est en échec total. C'est inquiétant, et il faut faire exactement l'inverse, c'est ce que les patriotes demandent. Et quand il fait du Kennedy, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça vous intéresse ou pas ? Oui, bien sûr. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est la définition même de la citoyenneté. Mais c'est très macroniste, c'est-à-dire ce sont des formules, des postures. D'ailleurs, ce soir, c'était cela. C'était assez long, mais c'était une succession de formules un peu rose bonbon, gentillette, un peu creuse. Mais derrière, il y a beaucoup de violence. En réalité, ce sont des mots doucereux. C'est du miel. C'est du miel qui cache l'acidité d'un projet très dur socialement, parce que on peut parler de projet social, mais que vont vivre vraiment les Français dès demain? Augmentation de la CSG, baisse des aides au logement, baisse de l'ISF pour les plus riches, augmentation du timbre, du forfait hospitalier, des frais bancaires, du gaz de 7%, etc., etc. Ça, c'est la violence sociale. Et puis, c'est l'incapacité à régler aussi le problème migratoire, parce qu'il en a parlé ce soir, il l'a effleuré, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Rien, puisqu'il ne veut pas que la France dispose de frontières nationales, il ne veut pas défendre la culture française.
Ça, vous voyez, ça c'est la réalité. On pourrait faire tant de choses. Les Français attendent tant, ils ont tant donné. La compétitivité française est tellement excellente dans le monde, exceptionnelle, que les travailleurs français pourraient quand même de temps en temps en voir les fruits, au lieu de toujours être tapés, et quand ils sont de la classe populaire ou de la classe moyenne. Eh bien non, c'est l'inverse que fait Macron, et il l'enrobe d'un discours gentillé, mielleux, mais c'est violent derrière. Merci Florian Philippot d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes président des Patriotes. Merci à vous. Il n'a pas convaincu le Front National sur l'Europe. En même temps, on s'y attendait. Les Patriotes. Et Florian Philippot. Il n'est plus au Front National, mais il continue à faire du Front National. En tous les cas. Sur la question de l'Europe, c'est certain en tout cas. Non, sur l'Europe, en disant chers compatriotes européens, ce qui est une très belle formule. Non, mais là, ça leur hérisse le poil, évidemment. Évidemment, mais en faisant cela, Emmanuel Macron poursuit son engagement européen très fort. C'est sa vision de la France, d'être leader en Europe, et de son combat. On voit le drapeau européen à côté du drapeau français. Emmanuel Macron a égratigné l'extrême droite et l'extrême gauche aussi, Mélenchon, en voulant imposer le drapeau européen dans tous les lieux institutionnels de notre République. Et donc Emmanuel Macron là, est tout à fait cohérent avec ses convictions et qui sont courageuses. Alors avec un risque certain, c'est qu'à vouloir être trop volontariste, c'est un peu la méthode Coué, je vais relancer l'Europe, je vais relancer l'Europe, je vais relancer l'Europe. Mais l'Europe, elle ne se relancera pas seule. Les planètes sont alignées pour lui. Non, là. elles sont pas si attendez, les Allemands ont autre chose à faire, l'Angleterre aussi, l'Espagne aussi. Pour qu'il ait du mal à relancer l'Europe. Et c'est ça le problème. Pour prendre le leadership européen. Oui, mais le problème, c'est qu'on prend le leadership européen pour quoi ? Pour remettre en marche la machine européenne. Et là, ça va être très très difficile. Et à vouloir trop, comme l'avait fait François Hollande sur le chômage, en disant je vais réduire la courbe du chômage, je vais réduire la courbe de chômage, et il a échoué. Est-ce qu'Emmanuel Macron a été très très volontariste sur l'Europe, en dire je vais relancer l'Europe? Les mots ne suffiront pas, et il ne pourra pas le faire seul. Encore une fois, il aura besoin de l'Allemagne, et l'Allemagne n'est pas en situation de le faire aujourd'hui. Autour du président de la République, on essaye de le contenir, parce qu'il veut aller tellement vite qu'il pense que déjà l'Europe, la France, c'est réglé. Ça y est, là, il y a le projet. Ça, des choses vont se faire. Il a la majorité, il y a le projet, donc c'est de la mécanique. Mais maintenant, il faut aller sur l'Europe. Et là, vous avez vu d'ailleurs qu'il ne dit plus j'ai besoin j'ai besoin de vous. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Bon, les choses sont faites. Maintenant, il va falloir que vous donniez votre parti. Et sur l'Europe, il veut déjà aller sur ce terrain, alors qu'il est effectivement d'abord tributaire de la coalition qui sortira donc de négociations internes en Allemagne et de l'évolution générale. Et pour l'instant, c'est pas le terrain sur lequel les choses vont le mieux. Il a relancé derrière le mot consultation populaire. Il y a cette espèce de projet de grande convention européenne dans tous les pays, qui est une proposition qui n'est pas très écoutée, pas très entendue. La réflexion qui me venait aussi en écoutant l'ensemble des opposants ou des réactions, surtout des opposants à Emmanuel Macron ce soir, c'est qu'au fond, ils doivent tous quand même se dire, au moment où ils parlent et ils disent ce qu'ils disent officiellement, et avec tout ça, ils montent sans arrêt dans les sondages. Donc ils sont quand même bien mal. De ce point de vue-là, on va le dire aussi. C'est vrai que les choses sont loin d'être réglées. C'est vrai qu'il y a encore évidemment beaucoup de soucis et beaucoup de choses qui sont encore en chantier et beaucoup de Français qui souffrent. Mais en même temps, la question est posée également à chaque sondage en ce moment. Tout ça, bien sûr. Les arguments de l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche, ce soir sont les mêmes. C'est de dire, il ne dit pas que ça va augmenter le gaz, le diesel, la CSG, etc. Ce sont des arguments qui ne sont pas au niveau, je dirais, de la capacité de pouvoir le contrer. Oui, pour revenir à et sur l'Europe, Emmanuel Macron sert aux Français une potion que certains trouvent amère. Et il ne s'agit pas seulement de Florian Philippot. Il y a beaucoup de gens qui risquent d'être choqués par ce que dit le président, compatriote européen, souveraineté européenne. Ce ne sont pas des mots innocents. Et alors, j'ai admiré, j'ai apprécié la façon dont il fait passer cette potion amère avec des mots pleins de miel, de lait, etc. Nous sommes un grand pays, une grande nation, un pays fort, vive la France, etc. Tout cela pour dire quand même quelque chose qui nous permet de mesurer le chemin parcouru et le chemin qu'il veut parcourir. Je me rappelle que des présidents, Giscard si je ne me trompe pas, même très européens, très europhiles, avaient mis en avant il y a quelques années le principe de subsidiarité.
C'est-à-dire que l'Europe ne peut pas tout faire, l'Europe ne doit pas tout faire, il faut laisser aux États-nations, il faut laisser aux nations quand même un champ assez vaste. Là, on est quand même rigoureusement à l'inverse. La souveraineté européenne ne me paraît pas très compatible dans beaucoup de domaines avec la souveraineté française. C'est une autre souveraineté qui s'installe et l'ambition que dévoile très clairement Emmanuel Macron n'est pas seulement une ambition pour notre pays, mais une ambition personnelle, car il se voit d'ores et déjà le leader de cette Europe dont le moteur serait franco-allemand, mais où l'élément faible pour la première fois, de son point de vue, il l'espère, il le souhaite, l'élément faible serait l'élément allemand et l'élément fort, l'élément directeur serait l'élément français. Autrement dit, Emmanuel Macron, pour qui la France n'est peut-être pas assez grande, mais qu'elle soit grande, belle et forte. Mais ce discours sur le peuple et sur la grandeur de la France n'est pas étonnant quand on a suivi la campagne d'Emmanuel Macron. Dans ses meetings, alors que beaucoup promettaient du sang et des larmes, Emmanuel Macron était un candidat qui avait cette vision d'optimisme, il citait la France, le drapeau européen qui était dans tous ses meetings. Donc il y a une continuité entre le Macron candidat et Macron président de la République. C'est un des rares points sur lesquels il est très clair et très fort. Et moi, personnellement, qui suis un esprit un peu borné, un peu simple, très logique, je vois mal comment la France serait plus forte en étant moins indépendante. Il y a quelque chose qui m'échappe. Frédéric Lefebvre est avec nous au téléphone, on va quand même l'entendre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien secrétaire d'État. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a eu des manques dans ce discours ? D'abord, moi, je veux, au nom d'Agir, saluer la priorité qui a été donnée ce soir par Emmanuel Macron à l'humanisme et au réalisme. Alors, vous avez raison, c'est un exercice qui, évidemment, laissera un certain nombre de Français sur leur faim. Nombreux attendaient des réponses sur le chômage ou sur les impôts, par exemple. Et ce sera au gouvernement et au Parlement de les éclairer dans les prochaines semaines. Et Agir, il prendra d'ailleurs sa part. Mais je crois que ce qui est essentiel, et vous venez d'évoquer la question de l'Europe, moi j'ai retenu avec satisfaction l'ambition du président pour l'Europe, sa volonté de consulter les citoyens avant les élections européennes. On attend des précisions d'ailleurs sur cette consultation, mais on entend y participer avec enthousiasme. Et globalement, d'ailleurs, les vœux du président étaient très impliquants pour les Français, pour les citoyens. Il a insisté sur leur nécessaire engagement pour la nation. J'ai besoin de vous. Et on est en parfait accord avec cette nouvelle attitude politique, mais on va être attentif aux initiatives qui vont permettre l'implication effective des citoyens et on proposera, avec Agir dans les prochaines semaines, des voies de participation citoyenne pour que nos compatriotes puissent véritablement participer à cette nouvelle attitude. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre. Agir, vous êtes constructif, vous êtes la partie de LR qui soutient plutôt Emmanuel Macron. Merci encore. Et c'est un nouveau parti. On va tout de suite réécouter ces premiers vœux présidentiels d'Emmanuel Macron depuis l'Élysée ce soir et on se retrouve juste après.